الزول في الأول مازال غنتكمل تدوينين النغ فين يشدن غا ثنايا ذو تو ذمث تلسان ثمينوث ذو لقا غادي لين دي تموت وكنين أكيد تبقى يلا غا في كلام دي زين غادي في مانيس لدغا ثموت تقبيليت مازال أوثوفيا مانيس ذيكس انفكي بوساكي وين يتسنم اشكو يعدد غورنا ذاكي دي تي كيو 5 كذا شحال تيكال اكتيدير وين كما كان يدوكلن دغا لي ثما ياكي نسمر انس سينير امس لارفي زويميا ازول فلاك لارفي. Azul, Azul, c'est la chaise. Azul. Merci pour l'invitation. Commencer peut-être par le premier volet, c'est l'histoire. Comment la fédération, les États-Unis d'Amérique s'est formée, l'armée? Écoutez, c'est spécifique. Les États-Unis, c'est très simple déjà. C'est très, très simple. Mais on peut dire aussi que les États-Unis, il n'y a pas une construction politique. Il n'y a pas une construction politique. Les États-Unis, elle est née dans la transaction. Elle est née dans la taxe. Parce que c'est un pays, à ce moment-là, donc, en 1700, généralement, la crise a commencé avec, en 1700, je pense, 54, 55, avec la multiplication des taxes. On a commencé avec la taxe, ce qu'on appelle de la mélasse, Morris Act. Donc, le produit qu'on importait des Antilles pour fabriquer le sucre, la taxe sur le sucre. Donc, c'est des taxes qui ont été appliquées par le Parlement britannique en vue juste de payer les colonies, les 13 colonies britanniques, ce qu'on appelle le Commonwealth britannique des États-Unis de l'Amérique, pour payer le coût de la guerre de 7 ans. Donc, il y avait une guerre. Le contexte historique, c'est quoi? Le contexte historique, c'était la guerre qui a été déclenchée entre la France et la Grande-Bretagne. À ce moment-là, le Canada, la France a perdu tout le Canada, même si on a laissé le Québec qui était loyaliste le droit de conserver sa langue. Mais le Canada, le résultat de 1763, 1754, 1763, c'est la perte du Canada. Ensuite, la perte de certains territoires. Donc, la perte du Canada, c'est quoi la perte du Canada? La perte du Canada, c'était la guerre qui s'est produite entre la France et l'Angleterre. tout à fait. Sont suivis alors ce qu'on appelle la déportation des francophones de l'Est, de Nouveau-Brunswick, qu'on appelle les Acadiens et tout, jusqu'à la Louisiane. La Louisiane, à ce moment-là, elle est restée française. Mais la perte des territoires, la plus grande perte des territoires au profit des Britanniques, c'est en 1763 par la signature de la Convention de Paris. Les Britanniques ont défait la France a perdu, elle conservait ce qu'on appelle une petite, moins d'un tiers du territoire américain qui se situe dans le centre en 1760. Ce qu'on appelle la Louisiane jusqu'à Chicago, jusqu'au Michigan. C'est ça ce qu'elle a conservé. La frontière a avancé un petit peu du côté de Kentucky, jusqu'au Kentucky, dans la Virginie occidentale. Elle a avancé un petit peu jusqu'à l'Ohio, en Pennsylvanie, l'Ohio. Mais on a pris beaucoup à la France. Jusqu'à présent, on parle du regret français. C'est cette guerre-là, et on va voir par la suite peut-être l'achat par Thomas Jefferson de toute la Louisiane. À ce moment-là, c'est les États-Unis d'Amérique, le grand pays qui s'étend entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Mais la première défaite, c'est 1763. Là, mais pour rappel, Louisiane, il vient de Louis XIV. Il me semble que c'est ça, oui, oui. Mais la Louisiane, ce n'était pas l'État actuel. La Louisiane, c'était tout le morceau qui se situe au centre des États-Unis. Vous remontez le Mississippi jusqu'à presque l'Illinois, Chicago. Donc, l'Illinois, Chicago était française. Le Michigan, déjà, Détroit était française parce que le fondateur de Détroit, il est né au Québec, à Montréal, là où il y a le siège de McDonald's au Vieux-Port. Si vous connaissez le McDonald's du Vieux-Port, c'est là où le fondateur de Détroit. Donc, vous avez l'Ohio, vous avez l'Indiana, vous avez le Kentucky, vous avez l'Alabama, où il y a les noms, vous avez la Louisiane, vous avez une partie du Texas, vous avez l'Arkansas, vous avez le Kansas actuel, vous avez le Missouri, vous avez ce qu'on appelle l'Iowa,
là où il y a la ville des moines, là où on a fait les lectures publiques pour Tarjaout en 2011, et c'était les plus grandes lectures publiques d'un auteur algérien qui s'est produite donc, aux États-Unis. Donc tout ce territoire-là. Maintenant, il y avait des coûts. Il y avait des coûts. Le Parlement britannique a décidé que ces coûts-là doivent être assurés par les colonies, parce que les Britanniques ont défendu les colonies. Et on a commencé par les taxes. Les taxes, on a commencé par la mélasse, la taxe. Il y avait la taxe sur le sucre, il y avait la taxe sur, et en fait, la taxe sur qui est la dernière, ce qu'on appelle Tea Party, donc la taxe sur le thé, donc l'arrivée les événements qui sont produits lors de l'arrivée de cargaisons de thé au port de Boston. Donc c'était ça, et à la fin, ce qui a envenimé la situation, c'est la taxe sur le timbre. Donc Stamp Act. Le Stamp Act, c'est-à-dire vous payez des droits sur n'importe quel document. Wow. Juridique, journal, carte de souhait, carte de jeu, n'importe quel jeu. Et c'est ça qui a amené à ce que les colons, parce qu'on a affaire à des colons, on n'a pas affaire à des hommes politiques, parce que il y avait cette idée, et l'idée c'était le profit. Les colons, c'est le profit. The name of the game is profit. Il n'y a pas que d'idéal démocratique ou politique qui a amené à l'indépendance américaine. L'indépendance américaine est née dans la taxe. À ce moment-là, on a décidé de faire la déclaration de l'indépendance en 1776. Et c'était la guerre, la guerre maintenant entre les Britanniques et les Américains. Elle s'est poursuivie jusqu'à ce qu'on appelle le siège de Yorktown, donc en Virginie. Et on est arrivé à 1783, à la Convention de Versailles, là où les Britanniques ont reconnu l'indépendance des Américains. Il y avait le geste français aussi, qui a perdu aussi. La France a investi dans l'indépendance américaine en apportant un appui considérable donc, à George Washington. Vous avez Lafayette, vous avez tout. Ils ont investi et puis ils n'ont rien pris. Ils n'ont rien pris. C'était ce qu'on appelle la traîtrise américaine. Ils sont allés même à faire la guerre en 1812 par la quasi-war, on appelle ça. Et donc l'indépendance américaine, elle est née à cause d'une dispute commerciale. Les Américains, on n'a pas à payer des taxes pour la couronne. On n'a pas à payer des taxes pour la Grande-Bretagne. Nous ne sommes pas représentés, c'est des lois qui ont été conçues en notre absence, donc c'est hors de question. Et l'idée de se détacher, de divorcer avec l'Empire britannique a commencé réellement en 1775 et s'est soldé par la déclaration de l'indépendance et avec les pères fondateurs de la déclaration, donc George Washington, Hamilton, Thomas Jefferson, comment il s'appelle, Benjamin Franklin. Et voilà, c'est ça le contexte. Et c'était à Philadelphie, hein, c'est ça? Pardon? Oui, La oui, oui. déclaration de c'est passé à Oui, je suis Philadelphie. allé le fois passé donc, au siège de la convention. Donc, même il y avait une grande bâtisse pour l'histoire de la convention, mais c'est à Philadelphie. Et il est très important de noter sur le plan historique ici, c'est que les 13 États, les 13 colonies, les 13 colonies, ça veut dire le Rhode Island, le Massachusetts, le New York, la Virginie, la Caroline, je pense, du Nord, les deux Carolines, je pense, la Pennsylvanie, le New Hampshire et tout, et le Connecticut. Il y avait la réticence de l'État du Rhode Island, de la colonie de Rhode Island. Rhode Ouais, ouais. Island ne voulait pas de la Confédération. À ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle la menace algérienne, Algerian threat. Donc la menace algérienne, là où, avec l'aval de George Washington, de Hamilton, je pense, d'Adams même, je ne sais pas si Adams était présent, il n'y avait pas Thomas Jefferson dans la convention parce qu'il était absent, il était en France ou quelque chose comme ça, avec Benjamin Franklin. À ce moment-là, donc, on a distribué un document disant on a trouvé des espions algériens
à Philadelphia, là où il y a la ville, donc en Pennsylvanie. Et si jamais on n'arrive pas à s'unir, à créer cette confédération, les Algériens vont nous coloniser, ça c'est cité. Bon, indépendamment de toutes les interprétations, il y a des gens qui veulent faire des constructions à peu près, c'est les Ottomans et tout. Moi, je ne rentre pas. Moi, je prends l'histoire, je prends les citations telles qu'ils étaient prononcées, telles qu'ils étaient prononcées. Donc, il y avait cette phrase-là. Si on n'arrive pas à créer la Confédération américaine, les Algériens vont nous coloniser. On a dit, même 100 000 Algériens sont arrivés à San Domingo. Il y a des gens qui ont dit, on les a vus dans les granges. Il y avait un problème à ce moment-là, parce que tout simplement, le Dey d'Alger, en juillet 1785, a déclaré la guerre aux Américains. Non, attendez, c'était avant. Oui, 1785, donc 2 années avant la Convention. Et en septembre 1785, il a envoyé des espions en Virginie, à Norfolk. Donc, c'est des espions, mais d'origine juive. C'est des juifs qui travaillaient pour le Dey d'Alger. Donc, Alger ou Algérie, Algiers, Kingdom of Algeria, Barbarian State, tout ça. Donc, il s'est invité dans l'actualité américaine et comme si vous dites, on a crié au complot pour créer un État. Chez nous, on crie au complot pour détruire un État. Et ça, c'est maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y avait un livre qui a été distribué dans la convention, en pleine convention, et juste pour dire au Rhode Island, et à ce moment-là, Rhode Island a accepté plus tard, je pense 2 années après, de rejoindre la Confédération. Voilà le contexte historique qui est simple, hein, le contexte dans lequel est née cette Confédération américaine et la création de ce qu'on appelle ce nom-là, cette appellation United States of America. Le passage de la situation de colonie britannique à la position de l'État, à la description de l'État, ça s'est produit, je pense, en septembre 1787. Et à ce moment-là, on a dit de plusieurs, on crée un. Pluribus, je pense, unum en latin, unum. Pluribus, le E, ça se prononce ou en latin, pluribus unum. Donc, de plusieurs à un, qu'on trouve justement dans le truc, dans l'argent, dans les trucs, dans les armoiries, dans le symbole américain. Voilà, donc, ça, c'est le contexte historique. Avant d'aller dans la prochaine question, tu as parlé de la menace algérienne, alors que le mot Algérie, la création de l'Algérie, a été créée en 1839 officiellement par le général Antoine Virgile Schneider. Donc, comment est-ce que c'est acté le fait que tu dis qu'il y a eu une menace algérienne avec ses propres mots? Écoutez, ça c'est de la fausse histoire, ça. Ça c'est les Français, ça c'est les pistons, ça elle repose sur aucune véracité historique. La création de l'Algérie, voilà. L'Algérie existe, quelle que soit l'idée qu'on fait sur les Ottomans. Mais avant Ça, 1839, il n'y avait pas le mot Algérie en tant que tel. non, L'Algérie, le mot Algérie, attendez, premièrement, le mot Algérie a été prononcé pour la première fois par Frontenelle en 1686 dans la revue des Lumières, parce que les Français à ce moment-là fantasmaient sur Alger, la création. L'historien britannique les a démolis. L'Algérie existait indépendamment, même si on était dans cette chaîne ottomane, mais on était les meilleurs par rapport aux autres. On était mieux que Tunis, indépendamment de ça. On était mieux que Tunis, on était riches, il y avait la production, il y avait presque une autonomie de gestion. On s'en foutait éperdument de ce qui se passait dans le palais d'Idey. On était mieux que l'Égypte, on était mieux que tous les États qui appartenaient à ce qu'on appelle à l'Empire ottoman. Maintenant, les Français sont venus, ils ont fait un peu comme quoi, ils ont créé un territoire. Non, le territoire existait. Hessé, l'historien britannique de Liverpool, dit ceci. Il y avait en Algérie, il y avait
une continuité territoriale, fiscale, sécuritaire et administrative. Elle a commencé lorsque le Hassan Bacha, le fils de Khirdin, a scellé une entente avec les Kabyles. Parce que avec le fils de Qadi, à ce moment-là, en 1729, on a créé la Confédération des tribus. Indépendamment de ce qui s'est passé, indépendamment de toutes les définitions qu'on fait. La confédération des tribus kabyles ou la Algérienne, la Confédération des parce que vous avez le cas, nous on faisait partie de Beylik de l'Est, de Constantine. Vous avez le cas, bon, ma tribu, les appellations sont parties. On faisait partie des Hnancha. On était puissants. Donc, on a accepté. Les Mokrani n'ont pas accepté le premier temps. Lorsque le bey de Constantine a demandé aux Mokrani de rejoindre la Confédération, les Mokrani, ça s'étendait de Borj-Bouariri jusqu'à la côte, jusqu'à Fgaïr. Il était puissant. Il a fait intervenir qui? Il a fait intervenir les Douaouda, ce qu'on appelle la tribu à laquelle appartenait Hizia. Parce que les Douaouda avaient des liens avec les Mokrani. Les Mokrani ont rejoint le Beylika de Constantine, et c'est pour cela le Beylika de Constantine, et il touche presque les auteurs de Akbou, il touche presque ce qu'on appelle la rive ouest de la Soumane. Donc il y avait ça. Ça, c'est un événement historique. Maintenant, les interprétations politiques pour déformer l'histoire, non, rien du tout. Les Français sont venus, il y avait un territoire, il y avait un modèle de fédéralisme. Indépendamment, Alger était fonctionnelle. Les lettres de George Washington le prouvent. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. La fille de l'ambassadeur, du consul britannique à Alger, qui est venue en 1806, sa fille a écrit un livre. 6 années à Alger, 6 years in Alger. Elle parlait d'un État. Elle parlait même, ils étaient voisins de Raïs Hamidou. Elle disait que Raïs Hamidou, mon père a invité Raïs Hamidou chez nous. Il lui a donné un verre de vin de Madeira et Raïs Hamidou a bu. Elle a dit, il y avait cette position. Mais elle parlait d'Alger, elle parlait d'une ville fonctionnelle. Chaud parlait d'Alger, d'une ville fonctionnelle, là où on peut mesurer même la pluviométrie à Alger. Il a visité la Kabylie, il a visité l'Est, il n'a pas pu aller au Maroc parce qu'il n'y avait pas, c'était impossible d'aller au-delà de l'Husseima pour des considérations sécuritaires, les territoires définis, mais Shaw a dit que ces deux États, cet État, la Tunisie et l'Algérie, étaient les premiers à appliquer les coordonnées longitude-latitude. Il a défini les côtes algériennes, il définit les côtes de Ouedzane Tabarka jusqu'à Melouia. Il les a définis en 1733. Il a parlé de tout. George Washington a lu 2 livres à Alger, sur Alger. 2 livres sur Alger. Comment se fait-il que quelqu'un vienne me dire que, suite à une lettre du, je ne sais pas, Schmitt, il me semble, c'est ça? Schneider. Schneider, Exactement, Général Antoine Delgil Schneider. Voilà, dorénavant, vous allez appeler ce territoire Alger. Non, c'est faux, ça. Non, c'est faux. C'est complètement faux. Nous étions ce que nous étions, mais nous étions plus organisés en matière de territoire que la France. N'oubliez pas que les frontières entre la Tunisie et l'Algérie actuelle reposaient sur des bornes placées par le procurateur de Trajan, par l'autorité de l'empereur Trajan. Je ne sais pas, le proconsul tel a posé ces bornes entre les terres d'Auguste et la tribu du Musulman, la tribu de Takfarinas. Et c'est la même borne qui a servi actuellement dans la wilaya de Tébessa de délimiter la frontière algéro-tunisienne, qui est l'une des plus anciennes frontières au monde. Maintenant, on jette tout ça et on a l'alter Schneider. Les Français n'ont rien créé, absolument rien créé. Rien créé. Vous pouvez aller lire La France et ses Arabes, un livre. Vous pouvez lire l'intifada algérienne en Europe, l'histoire, comment ça s'est passé, et vous allez trouver cette phrase
que l'Algérie a été réellement constituée par une confédération, par la fusion des tribus entre trois beylikas et un dey au centre. Le beylik de Constantine de l'Est, le beylik de Titri, à laquelle appartenait une partie de la Kabylie, et le beylik de l'Ouest, à un moment donné, c'était à Sig, c'était à Mascara, c'était à Oran, avec un dey au centre. Il y avait des parties de la Kabylie, comme Dilis, par exemple, qui était la capitale de la Kabylie, qui appartenait à Alger, qui représentait le dey d'Alger. Il y avait les Amrawa, qui étaient la tribu perceptrice des impôts, elle remettait à Dilis. D'accord. Il y avait des parties un petit peu de la Sava, de la Soumam, par exemple, qui appartenaient, qui dépendaient du Beylik Constantin. Mais il n'y avait rien du tout. C'est des formes un petit peu de région, c'est des formes de tribus, c'est tout. Pas plus simple que ça. Pourquoi compliquer et créer des choses qui n'existaient pas? C'est ça la situation. Mais revenons maintenant au fédéralisme américain. Oui, justement, parce qu'on revient sur cette histoire, parce que c'est important ce que tu viens de dire, l'Arabie Zouémia, l'Algérie, en Mais elle-même, elle était. rassurez-vous, c'est Rachid. Je Ouais. ne suis pas ici. Rassurez-vous que tout ce qui a été dit sur la création de l'Algérie par la France est faux, est complètement faux. Il ne repose sur aucune véracité historique, sur aucune vérité historique. Aucune. Les Mhm. Français sont venus, ils ont trouvé un territoire, une continuité territoriale. Maintenant, les Ottomans faisaient des baklawa et construisaient le palais de Aziza, ça c'est autre chose. Mais nous Mhm. étions dans une position, la meilleure position d'un pays par rapport aux autres. Nous étions le premier pays cité par les États-Unis d'Amérique. Le Mhm. premier. Et le premier pays vers lequel les États-Unis d'Amérique ont envoyé un ambassadeur, un consul. C'était en 1796. Une année après, celui du Maroc. Et celui du Maroc n'est pas resté à Rabat parce qu'il n'y avait pas une place là où on peut l'héberger. Il est revenu au Portugal. Ça, c'est des vérités historiques. On peut les trouver. Ce n'est pas moi qui dis. On peut les trouver. On fait des recherches, on peut les trouver. Pas plus simple que ça. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que historiquement parlant, l'Algérie a été une confédération de tribus ou de territoires. Peut-être on reviendra au dernier volet de notre émission, On peut revenir même pour le cas de la Kabylie. Ça la ne veut pas Kabylie. dire que le cas de la Kabylie, elle était indépendante. Non, la Kabylie a sa spécificité. Parce qu'on réduit comme ça la Kabylie. La Kabylie a vécu quelque chose de distinct. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait. Nous n'avons pas les moyens et personne ne peut prétendre avoir la vérité. Il faut des universités, beaucoup de personnes qui travaillent, beaucoup. Nous, une seule personne fait un livre d'histoire et vient se moquer de la population. Non, la Kabylie a sa spécificité. Il s'est passé quelque chose. Chaud, qu'est-ce qu'il dit, Chaud? Pleine, colonisée, recolonisée, pleine, colonisée, recolonisée, les montagnes nord de la Kabylie ont permis à cette région d'évoluer en indépendance, pas indépendance, d'évoluer en indépendance. Et c'est pour cela qu'en Kabylie, on voit il y a ce qu'on appelle une homogénéité linguistique, même si elle a des racines communes avec le Chewiya de 600 mots à peu près, parce qu'il y a une continuité du côté de la petite, de ce qu'on appelle de la région Bougiote, la région de Bediwertinel. Il y a une continuité, il y a un contact. On n'est pas dans le cas de l'Islande et de la Norvège, mais la Kabylie a une spécificité. Qu'est-ce qui s'est passé? Mhm. On ne maîtrise pas ça. Personne ne peut vous dire ça. On ne maîtrise parce qu'on n'a pas d'université. On dépense pour l'Orient. On dépense pour les autres. On n'a pas investi pour comprendre notre histoire, pour laisser les gens faire des efforts, faire des initiatives, faire des recherches, promouvoir justement le bon travail, récompenser le bon travail en matière d'histoire. Et c'est pour cela que la crise économique a produit actuellement des hurluberlus en matière d'histoire. On revient sur les États-Unis parce qu'on revient sur l'Algérie plus tard. Les États-Unis, donc pour récapituler l'arbitre, on a dit que 13 États, des colonies de l'homme britannique, donc ils se sont constitués, fédérés ou confédérés pour devenir ce qui est devenu les États-Unis plus tard. Mais après, de 13 États, c'est devenu 50 États. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette transition? Comment les États-Unis sont devenus 50 États actuels? Écoutez, maintenant, il faut. Bon, là, George Washington prenait la diligence de
de là où il habitait, juste au sud de la Virginie, ce qu'on appelle, il prenait la diligence vers New York pour Philadelphie, là où il allait assister à la convention. Il a dit en cours de route, donc il est sorti de la diligence, il est allé, il, il a posé sa main sur sa tête, il a dit qu'il aille en enfer. L'accompagnateur ou les deux accompagnateurs qui étaient avec lui euh, ont posé la question à George Washington, monsieur? Il n'était pas président, il était le commandant de la force intercontinentale, la force continentale. Il était le commandant George Washington, chef de la force continentale. Il n'était pas président à ce moment-là. Il leur a dit les Algériens. Parce que Alger prenait presque un sixième du budget américain en matière de rançon. Anyway. Donc, en 1787, septembre 87, c'était la finalisation du principe de la confédération. Maintenant, il va falloir élaborer la Constitution. La Constitution et le Bill of Rights, donc le truc des droits. Donc, ce qu'on appelle le droit de porter l'arme, le droit de la liberté d'expression, les libertés énoncées par la Constitution américaine, ce qu'on appelle les amendements. Il y avait un travail. On imputait ce travail soit à Adams ou à Madison, mais à Madison. Et lorsqu'on a posé la question à Madison à un moment donné, on a fait l'éloge à Madison. Vous êtes le créateur de la Constitution. Il a dit non. Regarde l'humilité et la simplicité de ces gens. Il a dit non. La Constitution des États-Unis, ce sont beaucoup de mains et beaucoup de cerveaux. Many hands and many minds. D'accord. Many hands and many minds. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y avait l'élection de George Washington. George Washington était le premier président des États-Unis. Il n'a pas habité, donc c'était pas à l'actuel Washington DC, non, c'était à Philadelphie. Ensuite, c'était Annapolis, ensuite la capitale dans le Maryland, et elle a servi comme capitale des États-Unis. À un moment donné, c'est aussi le siège aussi, c'était New York. La convention, c'était Philadelphia. À des moments, c'est Annapolis, Maryland. La Maison Blanche a été inaugurée par Adams, le deuxième, en 1801. En 1801, donc la Maison Blanche a été construite dans le comté de Georgetown, donc dans le comté de Georgetown, et c'est Madison, il a fait ce qu'on appelle cette déclaration. Je prédis qu'aucun, je ne sais pas, que toute personne qui entre ici soit honnête, soit propre, soit droit. Donc il a fait ce serment à Adams. Le deuxième acte, donc le deuxième événement majeur pour les États-Unis, c'est la France. La France a connu des difficultés financières, elle avait des dettes même envers les États-Unis. Je pense des dettes de l'ordre de 7 millions, je pense, de dollars ou quelque chose comme ça. Et donc, c'était ce qu'on appelle l'achat de la Louisiane, avec avec tous les dépassements, alors contre des Français, des catholiques français, contre les Indiens. Donc, c'était l'achat de tout, un tiers. Un tiers. La Louisiana. Pardon, des États-Unis. Des États-Unis. Donc, un tiers des États-Unis qui se trouve en centre, à partir de 1805. Et on a commencé, on a commencé à ce qu'on appelle à coloniser. Il y avait, vous savez que Abraham Lincoln, est né à Kentucky. Le comté dans lequel est né Abraham Lincoln, il s'appelle le comté de la rue, parce que le Kentucky à ce moment, Louisville, qui est dans le Kentucky, était française. Au moment où Abraham Lincoln, dans cette année de 1808, il y avait une présence française. Donc on a commencé à progresser. Il y avait l'Ohio, le problème de Chicago, il y avait on est allé jusqu'à du Boisé, dans l'Idaho. Donc c'est même Boise appartenait à la France. Donc une petite partie de l'Idaho actuellement, du Montana, pas du Montana, du Minnesota, du Wisconsin, tous ces territoires. C'est ça l'expansion, la première expansion
la première progression territoriale américaine qui a avalé toute la partie française. Ensuite, il y avait, quand est-ce qu'on a fait le grand gain historique avec tous les dépassements qui ont été enregistrés, surtout à l'encontre des Indiens, parce que c'est en 1848, c'est la ruée vers l'or. C'est la route vers l'Atlantique. Et dans 5 années à peu près, 1848, 1853, la population indienne qui était à l'ordre de 160 000 a été réduite à 27 000. Donc il y avait la famine, les meurtres, toutes sortes. Et c'est ça. Ensuite, il y a aussi n'oubliez pas qu'il y a aussi la guerre espagnole. Donc américaine espagnole du côté de la Géorgie, parce qu'à un moment donné, la Floride aussi, il faut voir quand est-ce que la Floride a rejoint la Confédération, comme le Texas et tout. Ensuite, il y avait la guerre contre le Mexique. Donc, le Nouveau-Mexique, dans ce qu'on appelle la création, l'apparition des forces de la marine actuelle, ce qu'on appelle leur champ from the walls of Montezuma to the shores of Tripoli, des murs de Montezuma jusqu'aux côtes de Tripoli, donc de la Libye actuelle, qui l'ont attaqué en 1805. Anyway, mais le territoire a été complété par la conquête de la Californie du Sud, ce qu'on appelle San Diego, Los Angeles actuellement, le Nouveau-Mexique, le Nevada. Ensuite, le dernier, était le Texas qui est resté un petit peu dans un statut un peu particulier. C'est ça la constitution territoriale à peu près des États-Unis. Vous pouvez dire qu'elle s'est allée de 1805 au moment où s'est opéré l'achat Thomas Jefferson et je pense le roi, je ne sais pas quel roi en France, est-ce que je ne sais pas quel roi qui était en France en 1805, je pense est-ce que c'était Napoléon, est-ce que je ne sais pas qui était le roi, jusqu'à 1848-1853 en descendant vers 1868. C'est ça ce qu'on appelle les États-Unis. Maintenant, il y a aussi l'achat de l'Alaska, euh, Porto Rico et certaines îles qui ont été colonisées lors de la Deuxième Guerre mondiale, comme je pense il y a des îles, je ne sais pas lesquelles, mais il y avait des îles, je pense, dans le Pacifique qui ont été colonisées en 1845. Je pense notamment, il me semble, hein, si, les îles de Hawaï. Donc, Hawaï. Les îles de... D'accord. Voilà, voilà à peu Euh, près. là, vers 1805, c'était pas le roi, c'était l'empereur Napoléon Ier. Juste pour rappel. Est-ce que c'est lui qui a été capturé par les Britanniques? C'est l'empereur français capturé par les Britanniques. C'est bien Napoléon Ier qui s'est rendu aux Anglais en juillet 1815, En suite 1800. à Waterloo. Exactement, la défaite en Belgique, dans la bataille de Waterloo. Donc, c'est celui-là qui a vendu. Donc, il a terminé sa vie en prison. Il me semble qu'il est mort en Sainte-Hélène. Mais c'est ça Et justement, il a été exilé sur l'île de Sainte-Hélène, effectivement. Ouais. Non, non, il a été emprisonné. Donc, il a été emmené à l'île Sainte-Hélène, qui est dans l'Atlantique Sud, à peu près, Hmm. Napoléon. Mais c'est lui qui a, euh, qui a vendu la Louisiane, la plus grande partie. Il y avait aussi celui de Louis XV, il me semble, Louis XV, 1763. Oui, 1763, c'est Louis XV qui a dit que lorsqu'ils lui ont dit les Québécois envoient les troupes, il a dit je n'ai rien à faire avec ce glacier. Donc, c'était la défaite aussi. Et à ce moment, le Canada est devenu britannique parce que le Canada, voilà. jusqu'à symboliquement, le chef de l'État du Canada, Et- c'est le roi Charles, le chef de l'État du Canada. C'est pas ouais. Carney. En principe, symboliquement, c'est la Grande-Bretagne. C'est pour ça que les Québécois ils tiennent jusqu'à maintenant rancune aux Français à cause de cette trahison. Surtout à celui 15, il me semble, c'est Louis XV. De toute manière, c'est lui Ouais, qui a dit je n'ai rien à faire avec ce glacier. tout à fait. Ensuite, c'était les problèmes de déportation de 1755 des francophones du Nouveau-Brunswick, de Moncton, le général Moncton,
qui a tué, qui a exilé. Ensuite, c'était les Acadiens de la Nouvelle-Écosse, à peu près les Français. Et on a perdu l'île du Prince-Édouard, on a perdu la Nouvelle-Écosse, ce qu'on appelle les îles, je ne sais pas comment ça s'appelle, toute cette partie-là qui a été colonisée par la France, y compris même le Vermont, même le Maine, même aux Portland. États-Unis. Même Portland, c'était tous déjà le Vermont, il garde le nom Montpellier, donc dans la ville de Montpellier. Tout à fait. Donc c'est ça Mm. on appelle ça le regret français. On appelle ça ce qu'on appelle c'était, c'était, Ouais, c'était ça. C'était une défaite humiliante pour la France et la France actuellement est réduite à son territoire. Probablement, il y a même des visées indépendantistes de la Guyane. Et lui reste la Guyane là où elle lance les trucs, mais je ne pense pas qu'elle va se... Ensuite, il y a le problème de la Corse et tout. Mais c'est ça, 62. Et puis, même s'ils avaient quelque... C'était du positif, ils étaient avancés en débat, ils étaient plus citadins que les Anglais, ils avaient la cuisine, il y avait la couture, il y avait la belle vie à peu près, mais ils ont perdu, voilà. Il y avait le ok. croissant de Marie-Antoine, Mariannette Antoine, Marie-Antoine, Antoinette, je ne sais pas quoi, la femme du roi. Voilà. Tout à fait. Bon, donc voilà, donc l'armée Zouaimi nous a raconté un peu. Mais attendez, Oui, attendez, il y a quelque chose de. C'est Rachid, oui, il y a quelque chose de très important aux États-Unis. oui, C'est la communauté des élus. Nous sommes oui, dans un pays actuellement qui avance. Qui avance. Nous sommes dans un pays aussi qui est en train d'avoir d'échafauder, de ce qu'on appelle de constituer, de créer ce qu'on appelle une hégémonie technologique terrible. oui. Et c'est un pays de 32 000 milliards de dollars de PIB, avec un PIB par habitant de 94 000 dollars. N'oubliez pas. Mais ce système-là, il ne vit pas en démocratie, comme je vous l'ai dit. Il y a une adocratie, il y a le rendez-vous des élections. C'est presque très simple. C'est très simple. Même leurs politiciens n'élaborent pas de grands discours ou de phrases kilométriques. Ils sont très. Il y a une communauté des élus de quelques 550 000. La communauté qui se répète à partir des deux de l'exécutif, le président et le vice-président, jusqu'aux élus des districts scolaires et des districts spéciaux. Vous avez les comtés, vous avez les paliers du comté, le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Vous avez aussi les municipaux, les gouvernements locaux. Donc, cette société de 349 millions est encadrée par 550 000 élus. Ce qui est l'avantage dans les États-Unis, et c'est pour cela on parlera pour le cas de l'Algérie, dans le cas de l'Algérie, c'est cette proximité, promiscuité, je ne sais pas, Mm. it's not too far, it's too close. Donc, l'élu est tout près. Il y a une présence citoyenne dans la municipalité, quel que soit. Il y a une présence citoyenne dans la municipalité. Il y a une présence citoyenne dans le comté. Même si Le les élus. comté, c'est comme tu dis, c'est la sous-préfecture, la daïra, on va dire. Exactement, exactement, le comté. Le Ouais, comté. ouais. Parfois, l'organisation policière elle repose sur le comté à peu près. Donc, pour les grandes villes, donc c'est un département de la police qui Une dépend seconde, de hein. la ville, mais certaines municipalités dépendent d'un comté, là où il y a un shérif élu, donc les shérifs, la police du comté. Donc, c'est cette communauté d'élus, plus encore, c'est que la spécificité américaine, c'est cette facilité, c'est cette logique de progression économique. Vous avez un cycle économique très simple. On est passé, on est passé d'une société du coton et du tabac. Bon, Thomas Jefferson a perdu dans le tabac, il a acheté les cheptels. Et lorsqu'il était président, il a loué une parcelle de terre pas loin de, de la Maison Blanche. Il pouvait voir à partir de la fenêtre son troupeau. Je pense qu'il y avait quatre brebis et deux béliers qui venaient, on les appelle les,
le troupeau berbère, 6. Donc, qui sont amenés du côté du sud de la Tunisie, d'une tribu tunisienne. Ils ont été amenés en 1700, je pense, ils ont été en 1799 aux États-Unis avec certains chevaux. Mais le tabac, du coton, ensuite il y avait le train. Le train a été un élément essentiel dans l'économie américaine jusqu'à ce qu'on appelle les Roberts Barons, quelque chose comme ça, ces esclavagistes jusqu'aux familles richissimes ce qu'on appelle les Rockefeller qui ont donné une parcelle de terre aux Nations Unies, jusqu'à la crise de 29, jusqu'à New Deal de Roosevelt, jusqu'à l'apparition des droits civils, jusqu'à la famille américaine qui a des vacances de 2 semaines, une petite voiture, la machine à laver, les petits téléviseurs, jusqu'actuellement la société par action est ce qu'on appelle le pouvoir de la bourse. Parce qu'en réalité, le pouvoir réel aux États-Unis, c'est le pouvoir de la bourse. C'est en fonction de la bourse qu'on agit. C'est en fonction de la bourse qu'on agit en principe. La bourse, c'est la plus importante. Et tout autour, il y a le Pentagone, bien sûr. Le succès du pouvoir américain dépend aussi de la capacité militaire, de sa capacité militaire. Il y a le Congrès, il y a la Maison-Blanche, il y a le Pentagone, et en face, il y a la bourse. C'est ça le fédéralisme américain, qui est juste parti d'un événement dans le port de Boston. C'est le refus à 2 bateaux de thé d'accoster. Parce qu'il y a une application d'une taxe qui va donc à la Grande-Bretagne. Et dans le Parti républicain actuellement, on trouve une petite section qu'on appelle le Tea Party, présidée par le sénateur du Texas, qui s'appelle Cruz, si vous suivez. Cruz, voilà, c'est le Tea Party. Voilà, c'est le fédéralisme américain. Donc, bon, si on veut développer, ça ne va pas finir. Non, exact, ça va pas finir, mais j'aimais bien que, parce qu'on l'arbitre bohémien nous a raconté un peu le contexte du début, comment les 13 États de l'Est se sont formés à cause de taxes, Tea Party taxes. Et ensuite, on a vu comment le mid, comment ça s'appelle, les États de milieu qui étaient à l'époque Louisiana et sont devenus comme qui se sont joint aux États-Unis d'Amérique. Et on a vu aussi, nous a raconté les États de Texas, tout ça, comment, à cause des guerres avec l'Espagne. Mais l'arbitre ne nous a pas dit un peu ce qui s'est passé du côté l'Ouest. Apparemment, donc, Californie et tout ça, c'était suite à des guerres avec le Mexique, hein, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, mais à un moment donné, la présence espagnole était faible dans le nord de la Californie. C'est pour cela que c'était des territoires occupés par les Indiens. Donc, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Et il y a un mouvement asiatique aussi, des Chinois et tout. C'est le mouvement de ce qu'on appelle le mouvement démographique qui s'est opéré vers l'ouest. Parce que la Californie était connue pour l'or. Oui, Et la phase, donc c'était presque une colonisation de fait, une américanisation de fait. Voilà. Donc, de 1848 jusqu'à 1853, dans 5 années, complètement, le nord de la Californie était complètement envahi par les Britanniques, parce qu'on appelle les hommes blancs, comme disent. d'accord. La résultante, les conséquences, c'est justement c'est le génocide perpétré contre les Indiens. Et je vous ai dit que la population est passée dans ces 5 années de 160 000 Indiens à 27 000. À 27 000. Donc, il n'y a pas une guerre, il n'y a pas un acte à peu près. Certainement, il y a du côté de la Géorgie une défaite espagnole. Et la table qui est dans la Maison Blanche, je pense qu'elle commémorait cette victoire des Britanniques sur les Espagnols. Il y avait ce qu'on appelle la bataille du lac du sang, du marécage du sang, donc entre la frontière de la Géorgie et la Floride. Mais grosso modo, la plus grande victoire,
qui a donné la première puissance, encore de plus de puissance aux Britanniques, même si par la suite à l'indépendance, le Canada s'est détaché des États-Unis et est resté loyaliste, mais la première victoire américaine en matière de territoire, celle qui s'est opérée lors de 1805, par l'achat de Thomas Jefferson des territoires de la Louisiane. Ensuite, c'était presque une logique, une logique, et les gens, les colons, surtout ce qu'on appelle les pionniers, étaient obnubilés par l'arrivée sur les côtes de l'Atlantique. C'est ça à peu près la schématisation territoriale de l'Amérique. Certains détails, certaines batailles, à peu près, c'est trop long aussi, mais c'est à peu près cette constitution qui a fait en sorte qu'on a face à nous actuellement 50 États ou 51 États, 50 États regroupés dans une confédération avec un Ok. gouvernement qui partage le pouvoir avec les 50 États. Voilà. Tout à fait. Et c'est important de rappeler donc que les États-Unis ont pris une grande partie des terres de Mexique lors de la guerre américano-mexique qui s'est déroulée de 1846 à 1848, ça veut dire 2 ans. Donc le Mexique a perdu plus de la moitié de son territoire. Les États cédés incluent la Californie, le Nevada, l'Utah, le Nouveau-Mexique, l'Arizona et les parties du Colorado, du Wyoming et du Texas. Ce qui complète un peu les 50 États Mais qu'on compte. c'était cette période-là par rapport au grand territoire, c'était presque clair. Hein, parce Ouais, que faire ouais, du Wyoming au nord jusqu'au Colorado, jusqu'à presque au Nouveau-Mexique, c'était presque clair à peu près. Donc, mais, ouais. mais, mais, mais les Américains ont pu crier victoire à partir de 1805. Ensuite, leur D'accord. progrès. Même s'il y avait des réticences francophones du côté de l'Alabama et de la Louisiane avec certaines batailles, dans ce qu'on appelle le Bayou, les batailles des Bayous. Donc, parce que la première capitale de la Louisiane, c'était Alabama, actuellement, dans l'Alabama, actuellement, qui s'appelle Mobile. Et on a gardé même le mot, on ne dit pas mobile, on garde l'expression jusqu'à présent, Mobile, la ville de Mobile. C'était la première capitale francophone de l'Amérique, capitale française de l'Amérique, avant la Nouvelle-Orléans qui est actuellement en Louisiane. Voilà. Très bien. Donc, c'est ce qui est, maintenant on arrive au dernier volet de notre discussion larvée pour ce qui nous concerne. Il est clair que rien ne va maintenant en Algérie. Les Kabyles sont mal à l'aise dans cette Algérie. Il n'y a pas que les Kabyles maintenant, même des autres peuples qui habitent l'Algérie. Faut-il aller vers un nouveau paradigme comme on est en train de le développer pour peut-être pour que tout le monde puisse se retrouver dans cette Algérie, comme tu viens de le dire historiquement parlant, on était déjà une confédération des territoires. Et maintenant, faut-il aller vers cet nouveau paradigme qui consiste à instaurer un nouveau modèle d'organisation politique qui va lui permettre de sauver tout ce qu'il y a à sauver et en contentant toutes les parties qui l'habitent. Donc, j'aimerais bien écouter le point de vue de Monsieur Larbizouemia. Écoutez,